Monsieur Fauchet, comment vous êtes-vous intéressé à la question de la construction européenne? Écoutez, j'avais un intérêt ancien pour l'Allemagne et la relation franco-allemande, à cause de l'histoire familiale, mon père, les alliés, etc. J'ai un intérêt pour la division de l'Europe. J'étais allé plusieurs fois en voyage en Allemagne, y compris à Berlin-Est, comme étudiant, même avant la construction du mur. Et puis ensuite, en fait, comme la plupart des étudiants en géographie de ma génération, le point central d'intérêt au plan politique, c'était le tiers-monde. Sauf quand on était communiste. Quand on était géographe communiste, on travaillait en Europe de l'Est, dans les démocraties populaires, l'URSS, mais ce n'était pas mon cas. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le tiers-monde. Et j'ai fait une thèse sur les frontières des pays du tiers-monde. J'ai transformé cette thèse en 1988 en ouvrage complet, Fronts et frontières, et j'ai décidé de travailler sur l'Europe. Et donc j'ai commencé vraiment à prendre, je dirais, la construction européenne comme d'abord centre d'intérêt de recherche, je dirais à partir de 87-88. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire un gros atlas avec le fragment d'Europe qui est sorti en 93, 4 ans de travail, beaucoup de voyages. Et puis j'ai évidemment accompagné toute la politique du président de la République Mitterrand à l'époque, préparation de voyage. Et pour moi, le choc le plus important, évidemment, il y en a deux en 1989. Le 1er mai 1989, je suis à Gdansk, à l'église Sainte-Brigitte, chez le curé confesseur de Lech Wałęsa, et je prépare le voyage de Mitterrand, la partie non officielle du voyage de Mitterrand. C'était le 1er mai libre. Le deuxième, en 89, j'étais pour la chaîne, aujourd'hui France 2, à l'époque Antenne 2, émission Résistance avec Noël Mamère, à Checkpoint Charlie, le 9 novembre. J'ai commenté en direct ce qui se passait. Voilà. Et puis ensuite, plus tard, j'ai été professeur au Collège d'Europe de Natolie. C'est là que j'ai rencontré les premiers étudiants baltes, biélorusses, ukrainiens, moldaves, etc. Et j'ai, disons, beaucoup travaillé pour eux. Donc vous voyez, à ma génération, c'était pas un intérêt spontané. Notre intérêt politique, c'était le sous-développement, c'était le tiers-monde, c'était la guerre froide dans le tiers-monde. L'Angola, l'Amérique centrale, l'Afrique du Sud. Et donc je connaissais beaucoup mieux Johannesburg, Mexico, Managua, que Bratislava, Varsovie et évidemment Minsk ou Riga. Et j'ai décidé qu'il fallait finir avec ça. Quel est votre meilleur souvenir en la matière? Je pense qu'en dehors des deux cas événementiels que j'ai cités, moi j'ai deux souvenirs importants évidemment. C'est d'une part mon enseignement au Collège d'Europe de Natolie, qui est l'annexe, qui est le campus du Collège de Bruges, parce qu'on a construit ça avec Balcerowicz, avec Geremek, avec Delors, etc. Nowina Konopka, Saryusz-Wolski. J'y allais avec beaucoup d'enthousiasme. Je faisais un cours de géopolitique européenne, j'avais des étudiants qui venaient de 30 pays différents. Un Irlandais qui se mariait avec une Albanaise, une Moldave avec un Allemand. Enfin, j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai écrit pour eux la République européenne. Bien, mon deuxième souvenir, c'est ma période comme ambassadeur de France en Lettonie. Je dirais en particulier le 1er mai 2004. Toute l'émotion qu'il y a eu au moment de l'adhésion européenne. Merci. Et votre pire souvenir? Écoutez, c'est un peu difficile de dire ça, mais je me souviens, au fond, les pires, c'est les visites, c'est les visites dans les Balkans occidentaux pendant le conflit. Je suis allé à Sarajevo des deux côtés, et
puis après je suis retourné plus tard au Kosovo, ça brûlait encore avec le ministre. Le pire souvenir, c'est l'échec de la conférence de Rambouillet sur le Kosovo, où j'avais été vraiment partie prenante comme conseiller du ministre, Hubert Védrine, président de la République, tout ça quoi, et là on a échoué, et donc on a échoué politiquement, il a fallu passer phase militaire, donc toute cette période balkanique, évidemment, c'est pas un problème de souvenir, c'est un constat d'un échec. Merci. Comment voyez-vous évoluer la construction européenne à court, moyen et long terme? Écoutez, à court terme, à très court terme, j'espère ratification traité de Lisbonne par les Irlandais le 2 octobre, ça j'en parle sans dire que c'est fait, donc on aura des institutions un petit peu plus efficaces, et puis des concertations, notamment franco-allemandes, sur toutes ces affaires de régulation financière. Donc ça, c'est... Je pense qu'il y a un poids européen quand il y a des convergences de vues. C'est toujours la question de l'unité de la diversité. À moyen terme, je pense que si la crise économique et financière se termine, il y a certainement besoin d'inventer de nouvelles politiques communes en matière d'énergie, en matière de recherche, sans doute aussi de formation, de migration, de circulation, etc. Il faut probablement sortir un peu d'une situation de crainte, de peur d'exister, une espèce d'auto-paralysie, enfin, des Européens. Donc ça, c'est la condition pour que l'Union européenne devienne ce que j'appelle un centre de pouvoir, enfin un centre mondial de pouvoir, j'en parle dans mon dernier livre, l'Europe et l'avenir du monde. On ne peut pas, comme dit Hubert Védrine, on ne peut pas avoir comme objectif d'être une grande Suisse. Ce que je vois aussi, c'est des difficultés de plus en plus importantes avec le grand voisin de l'Est. Une lutte d'influence en Europe orientale, plutôt d'ailleurs en Ukraine, Moldavie, Géorgie. La question ukrainienne est certainement la question la plus grave de l'avenir de la sécurité du continent européen, et c'est extrêmement complexe, parce que les Russes ont le sentiment qu'il y a un intérêt américain moindre pour la garantie de sécurité de l'Europe centrale orientale. Donc là, il y a vraiment une compétition, et donc il faut qu'on ait une politique russe, il faut qu'on ait une politique turque, une politique ukrainienne, c'est assez compliqué, et je ne vois pas encore d'unité de vue là des Européens. Donc on a beaucoup de défis, si vous voulez. L'Union européenne s'endort un peu s'il n'y a pas des vrais défis externes. Il y a des défis économiques, institutionnels, économiques, et il y a des défis géopolitiques extrêmement sérieux avec le grand voisin de l'Est. Merci. Quelle est votre représentation idéale de l'Europe? Quel avenir souhaitez-vous pour l'Europe? Oui, moi, ma vision, c'est pas l'Europe, c'est l'Union européenne. Pas tout à fait pareil, c'est l'Europe instituée. Je crois que ce que je souhaite, c'est au fond qu'on puisse, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, non seulement agir comme centre de pouvoir, s'assumer comme une puissance qui a des responsabilités régionales et globales, préserver le principe de solidarité qui est à l'origine de la construction européenne, pas seulement les transferts de fonds par les politiques régionales structurelles, mais aussi la connaissance de l'histoire des autres. Là, en ce moment, on voit bien tous ces débats sur le pacte Ribbentrop-Molotov, la
chute du mur est favorable aussi à une réflexion sur l'histoire. Les histoires sont divergentes, elles ne sont pas très bien connues. Il y a tout un effort pour connaître les autres, pour connaître l'histoire des autres, sortir des clichés. Et c'est pas vrai qu'en Europe occidentale, on connaît bien l'histoire de l'Europe centrale, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Biélorussie et tout ça. Et le rapport à l'histoire est un facteur de crise, ou peut être un facteur de réconciliation. Ça me semble être tout à fait fondamental. Donc dans une Europe idéale, les Européens auraient une vraie conscience historique, à la fois de tout ce qui s'est fait de bien depuis 20 ans, j'estime qu'on est vraiment du bon côté de l'histoire, mais aussi se souvenir d'où on vient, hein, une vision un peu radicale au sens étymologique, c'est-à-dire fondée sur des racines. Et donc il faut certainement multiplier les manuels d'histoire communs, sur le modèle du manuel franco-allemand, avoir un manuel de géographie commun, multiplier les commissions d'historiens et traiter des questions historiques. En Yougoslavie, ce qui s'est passé est en partie dû au fait qu'il n'y a pas eu de traitement historique de la période 1939-1945. On est reparti. Et puis, donc ça fait partie de la solidarité et de la conscience de soi. Et si je ne suis pas prêt à aller me battre pour d'autres, bon, mourir pour Danzig, c'est toujours. Et enfin la conscience de soi. Et on est dans une Europe vécue, à peu près satisfaisante, un peu trop libérale, donc les gens veulent un peu plus d'État avec notre Commission européenne, on a un Parlement plus actif, mais on n'a pas une Europe suffisamment conçue. Il y a tout un travail de prise de conscience, conscientisation. Je ne parle pas de conscience de classe, là je parle de conscience d'appartenance. Les demandes d'identité vont être de plus en plus fortes. C'est pour ça que la question turque est compliquée, parce que c'est un miroir qui... Alors, j'arrive à la 6e question, que craignez-vous pour l'Europe? Je crains une espèce de crispation identitaire, un refus de la perspective longue durée. Je crains aussi des populismes des régions les plus riches qui font sécession. Hein, c'est toute la Ligue du Nord de l'Italie, c'est le Flamus Bloc. Ça, c'est un risque de fragmentation, qui est un risque qui est vieux comme l'histoire européenne. Et puis je crains les périodes où il y aurait moins de volonté politique de recherche de convergence entre les grands pays, et notamment entre la France et l'Allemagne. Donc je crains à la fois le populisme et la fragmentation interne, au plan politique interne, et je crains les périodes où on n'avancerait pas, l'immobilisme ou les divergences. Et à cet égard, la relation entre la France et l'Allemagne est tout à fait fondamentale, parce que toute l'Union européenne est construite autour de ça. Or, sur beaucoup de sujets, on a des divergences. Donc voilà, je crains ces deux choses. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous me le laissez, ça? Si vous voulez bien, oui. Ok. Bon.